Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Alors, on se retrouve pour un live sur deux notions au programme du bac, travail et technique. L'objectif, donc, c'est de vous donner quelques références essentielles à propos de ces deux notions, quelques citations clés, de manière à vous aider, en fait, à des révisions pour vos prochains devoirs et pour le bac, pour les épreuves du bac. Donc, si le sujet portait sur travail et technique, il tombe très souvent, très régulièrement. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici, pour donner quelques précisions à propos de ces deux notions. On va tout de suite commencer. N'hésitez pas, surtout, justement, à poser vos questions aujourd'hui. Je suis là pour ça, pour y répondre et pour préciser, justement, pour clarifier certains enjeux de ces deux notions qui, justement, soulèvent beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, qui peuvent ne pas être très clairs. Et ce sera l'occasion de revenir sur des points afin justement de mieux revoir tel ou tel point particulier du chapitre travail et technique. Donc pour l'instant, justement, d'abord une première introduction, quelques mots d'introduction sur travail et technique. Alors, pour comprendre un phénomène quel qu'il soit, le travail, la technique, ça peut être très utile d'avoir quelques précisions sur l'origine du mot. Souvent, quand l'origine du mot est claire, ça nous donne quelques indications sur la signification et sur les enjeux de cette notion. Ici, en l'occurrence, le mot travail vient d'un mot latin, tripalium, qui était un instrument de torture. Ça nous signifie très vite que dès l'origine, le travail est associé à la souffrance. Oui, il y a une connotation assez négative. Le travail, d'emblée, depuis l'origine, est associé à la douleur, à l'effort. Et on pourrait donc du coup donner une première définition du travail comme une activité qui précisément nécessite un effort afin d'assurer la survie, avec une nécessaire coopération entre les hommes. Si les hommes travaillent, c'est d'abord pour essayer de satisfaire des besoins vitaux. C'est d'abord pour survivre, pour assurer leur survie. C'est sans doute le premier objectif du travail. Et cette survie va nécessiter des efforts, va nécessiter des douleurs, va nécessiter des sacrifices. D'où la nécessité de coopérer, d'où la nécessité que les hommes s'organisent en communauté. C'est ici qu'on verra la nécessité d'une division du travail. Alors, on aura l'occasion de revenir sur la notion de division du travail. C'est l'idée selon laquelle il faut qu'on puisse se répartir les tâches. Une division du travail, c'est on va recommander à chacun, à telle ou telle personne, de s'appliquer à réaliser telle tâche, telle activité, tel métier, de manière à ce qu'on répartisse les tâches, les activités, de manière à augmenter en efficacité, en productivité, en qualité et en quantité, de manière donc à faire fleurir, à faire développer la société. On pourrait avoir une première question, un premier questionnement, si vous voulez. L'homme semble condamné, semble obligé de travailler pour assurer sa survie, mais est-ce que justement cette activité douloureuse ne remet pas en cause, n'épuise pas sa vie? Il y a une tension, vous voyez, d'un côté, c'est nécessaire pour assurer ma survie de travailler, mais précisément pour survivre, je peux m'épuiser en travaillant. C'est une première tension par rapport à ces deux notions. Donc on reviendra sur tel ou tel point si c'est nécessaire, s'il y a tel ou tel point qui n'est pas assez clair, bien sûr. Un questionnement également qu'on peut se poser, un sujet possible qui peut tomber, une question qui est au centre de ces deux notions, c'est la suivante: le travail a-t-il uniquement pour objectif d'assurer la survie de l'homme? Est-ce que c'est son seul objectif? On a vu que c'était sans doute son premier objectif. Si les hommes travaillent, c'est d'abord pour survivre, mais est-ce que c'est son seul objectif? Le travail peut permettre non pas simplement de survivre, de satisfaire des besoins vitaux, mais il peut également nous permettre de nous développer, et de se développer intellectuellement, de se développer physiquement. Donc de déployer des capacités, de déployer des facultés, et pas simplement de satisfaire la faim, la soif, bref, des besoins vitaux. Il peut également développer des facultés intellectuelles, par exemple, développer l'attention, développer la réflexion, développer la vigilance, développer la prudence. On pourrait dire que le travail développe notre humanité, développe des facultés proprement humaines. Et on reviendra sur cette idée, sur le travail comme ce qui permet de développer notre humanité. Ça, c'est sans doute le point positif du travail. Ça me permet un déploiement de ma personne, un déploiement de nos facultés. Mais, et c'est là où il y a une question importante qui va intervenir, est-ce qu'il y a
est-ce qu'il n'y a pas certaines organisations sociales du travail, certaines organisations du travail qui feraient perdre au travail son caractère pleinement humain et qui rendraient le travail synonyme d'aliénation? Alors l'aliénation, c'est une notion importante pour ce chapitre. L'aliénation, c'est l'engourdissement de l'esprit et du corps, c'est la fatigue de l'esprit et du corps. C'est l'incapacité pour l'homme à se déployer librement, pleinement. C'est l'incapacité pour l'homme à développer ses facultés intellectuelles et corporelles. Si l'on reprend donc ce questionnement, ça signifie que sans doute certains travaux, un certain type de travail permet de développer nos facultés. Mais est-ce qu'il n'y a pas certaines organisations du travail, tel type de métier, qui remet en cause mon humanité, qui remet en cause l'humanité de la personne et qui va l'épuiser, va engourdir ses facultés, peut les développer et être synonyme donc d'aliénation. Une question importante qu'on peut poser, est-ce que le progrès technique vise seulement à améliorer les conditions de travail? Est-ce que le progrès technique améliore les conditions de travail? Aujourd'hui, on se rend compte que dans une société qui est la nôtre actuellement, 21e siècle, il y a des moyens techniques qui se développent rapidement, de manière exponentielle. Est-ce que ce développement de la technique améliore les conditions de vie du travailleur, améliore les conditions de travail pour l'ouvrier, pour le travail intellectuel, pour le travail manuel? Bref, est-ce que le travail bénéficie des progrès techniques? Pareil, un rappel sur l'origine du mot. La technique, elle vient d'un mot grec également, techné, qui signifie le savoir-faire. Ce mot, c'était le savoir-faire qui désignait aussi bien la dextérité de l'artiste que l'habileté de l'artisan. Ça signifie qu'à l'origine, il y avait un même mot qui désignait aussi bien l'activité de l'artiste que celle de l'artisan. Il n'était pas distingué. On mettait sur le même plan l'artiste et l'artisan, on mettait sur le même plan le menuisier, le charpentier et le peintre, le sculpteur. La distinction entre artiste et artisan, elle est venue bien plus tardivement, au XVIIIe siècle, avec l'apparition de la notion de beaux-arts, par opposition à l'artisanat. Et c'est là où vous voyez qu'il y a des liens évidents entre le chapitre sur l'art et le travail technique. Un point de méthode rapide, rappelez-vous, un sujet au bac fera très certainement peut faire appel à deux notions, et pas simplement à une seule. Lorsque vous avez un sujet au bac qui fait appel au travail et à la technique, c'est possible que ce soit en lien avec l'art. Il faut que vous puissiez essayer de faire des liens entre les chapitres. Ne vous cloisonnez pas. Ne dites pas un sujet, c'est un thème. Un sujet au bac, c'est un chapitre. Non, un sujet peut très bien faire appel à plusieurs chapitres. D'où la nécessité de faire des liens. Est-ce que le travail se réduit à une transformation technique du monde? Est-ce que le travail, c'est simplement mettre à disposition des instruments, des outils, mettre à disposition des procédés techniques visant à transformer le monde qui m'entoure, visant à transformer l'environnement, visant à transformer les autres domaines, par exemple le domaine industriel, le domaine politique, l'environnement social, l'environnement naturel? Est-ce que c'est une simple transformation technique du monde? Est-ce que, et c'est là, vous voyez, où on commence à problématiser, à développer un questionnement, est-ce que le travail, ça ne pourrait pas également être une transformation de soi? Et c'est bien ça qu'il faut que vous ayez en tête, et c'est ce qu'on va voir à présent. Le travail n'est sans doute pas qu'une transformation technique de ce qui m'entoure. C'est avant tout une transformation de soi, en bien et peut-être en mal. Alors, si on a les premières questions, on peut justement s'y arrêter et Oui. y répondre. Tout à fait. Alors, j'ai une question donc, de Marianne Delage qui nous dit quels sont les auteurs que l'on peut mettre dans une partie où que l'on peut dire que le travail est aliénant? Alors, la question qui est posée, c'est quels sont les auteurs auxquels on peut faire référence pour un sujet, pour le sujet « Le travail est-il aliénant ?» Eh bien, on va y venir. Il y a un auteur central sur cette question auquel vous pouvez faire référence, c'est Marx. Le travail, tel qu'il est organisé par le monde capitaliste, est synonyme d'aliénation. Et on va y venir dans quelques minutes. Ensuite, question de Sacha Velmont. Comment faire une bonne introduction d'une dissertation de philo? Question plus de méthodo cette fois. Alors, une question de méthodo sur l'introduction. Quelles sont les étapes clés finalement d'une introduction?
Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais déjà, les étapes clés, c'est d'abord, vous pouvez présenter ce qu'on appelle une amorce, hein, une citation littéraire, artistique, même politique ou historique, qui permet d'amener le sujet. La chose la plus importante à faire en introduction, l'amorce, hein, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, ça dépend de ce que exige le professeur, mais le jour du bac, ce n'est pas une obligation. La chose très importante à faire en introduction, c'est de définir, de donner une première définition des termes du sujet. Une définition la plus simple, ce n'est pas donner la définition définitive justement de la notion, c'est esquisser une première clarification des termes. Il semblerait que le travail soit cela, il semblerait que le travail soit une transformation technique du monde, ou il semblerait que le travail soit une activité qui nécessite un effort. De ce point de vue, est-ce que le travail est aliénation? Vous voyez, commencez à clarifier un petit peu les sujets, les termes du sujet. Ne commencez pas tout de suite par un questionnement. D'abord, on clarifie un peu les termes du sujet pour montrer au correcteur qu'on essaye de présenter clairement les termes qui composent le sujet qui nous est posé, pour montrer qu'on s'efforce de clarifier les termes du sujet. Et c'est après que vient la problématique, la question centrale. C'est après qu'on va dire, mais si on définit le travail comme activité nécessitant un effort, il semble évident que le travail soit aliénation, il semble évident que le travail soit épuisement. Ne peut-on pas cependant envisager différemment le travail? Et c'est là où commence le travail de problématique. Il y a quelque chose qui semble évident grâce à une première définition qu'on va remettre en cause. C'est exactement ça qu'il faut faire pour une introduction. Il y a quelque chose qui semble évident grâce à une première définition, on peut l'interroger, on peut le remettre en cause. Alors, on a une question, donc le travail permet-il à l'homme de dominer la nature ou est-ce la technique? Alors, la question qui est posée est la suivante, est-ce que c'est le travail qui permet de dominer la nature ou est-ce que c'est la technique? Alors on dira que le travail utilise la technique, utilise des moyens techniques, utilise des outils et des instruments. Donc ce n'est pas le travail en lui-même, c'est le travail en tant qu'il utilise, qu'il fait appel à des moyens techniques qui pourraient viser à dominer la nature. Ce n'est peut-être pas son seul objectif. L'objectif du travail, ça peut être également d'abord de parvenir à se dominer. On parle d'un travail sur soi. Par exemple, de réfléchir, c'est une activité nécessitant un effort, c'est une forme de travail. Réfléchir sur soi, essayer de parvenir à plus de tempérance, essayer de parvenir à plus de stabilité, de calme, c'est une forme de travail, c'est un travail sur soi. Donc le travail n'est pas que domination de la nature à travers des moyens techniques. Alors, s'il y a une autre question. Question suivante. Est-ce que la notion de travail peut être associée à d'autres notions du programme? Alors la question est importante, c'est justement, est-ce que la notion de travail peut être associée à d'autres notions du programme? La notion de travail peut être et est souvent associée à la notion de l'art, à l'art. L'art et la technique sont parfois même étudiés au sein d'un même chapitre. Donc il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre l'art, travail et technique. Pourquoi? Parce que l'art étudie les notions d'artiste et d'artisan. Or, l'artiste et l'artisan, eh bien, ce qui les caractérise, c'est d'abord un savoir-faire. C'est d'abord une certaine technique, une dextérité, une habileté qu'ils ont, la capacité qu'ils ont à se confronter de manière habile à une matière. Le sculpteur, par exemple, grâce à des outils, se confronte de manière habile, de manière très technique, au marbre qu'il va travailler, ciseler, de manière à faire émerger une sculpture. Fiona qui demande que gagne-t-on en travaillant? Alors la question qui est posée, que gagne-t-on en travaillant? Quels sont les types de gains qui peuvent être obtenus par l'homme lorsqu'il travaille? Il y a d'abord des gains financiers, purement très concrets, le salaire. C'est d'abord le premier type de gain. Mais la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce qu'on ne gagne que des bénéfices financiers en travaillant? Il semble qu'il y a d'autres types de gains. En l'occurrence, un développement justement de certaines facultés, développement de l'intelligence, développement de certaines facultés comme l'attention, la prudence, la réflexion. Il y a des gains d'ordre non pas simplement matériel, mais il peut y avoir des gains intellectuels. De même, il y a des gains qui peuvent être physiques, parce que le travail peut nous amener à développer certaines capacités physiques, mais il y a des gains d'ordre moral, d'ordre moraux. Typiquement, en travaillant, on peut parvenir à réfréner, comme dirait Hegel, réfréner le désir, à ne pas vouloir tout de suite que tout arrive, immédiatement, mais à accepter que les choses arrivent progressivement,
par la médiation du travail. C'est en travaillant que j'atteindrai tel bien. Le travail me permet de prendre conscience que tout ne s'obtient pas, ne peut pas s'obtenir immédiatement. Il m'apprend à réfréner des désirs et à accepter que les biens soient non pas immédiats, mais justement progressifs. Est-ce que pour montrer que le travail est dur, on peut parler d'Adam et Ève? Alors la question, est-ce que pour montrer que le travail est dur, on peut parler d'Adam et Ève, est-ce qu'on peut parler de la Genèse? Donc tout à fait, on peut absolument faire référence à la Genèse, c'est une référence religieuse, littéraire, puisque c'est un texte qui peut avoir une dimension poétique. Adam et Ève, c'est le récit du paradis perdu. C'est l'idée que l'homme et la femme ont finalement péché. En goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance, ils ont transgressé les interdits qui avaient été établis par Dieu. Pour les punir, Dieu va les obliger à travailler. La nature était abondante, elle produisait des biens sans que l'homme ait à se fatiguer, sans que l'homme ait à s'épuiser. Parce qu'il a péché, il devra, comme dit la Genèse, travailler la terre à la sueur de son front. Et le travail donc devient ici maintenant une nécessité. Il est synonyme ici de malédiction, de condamnation. Marie aussi qui demande, est-ce que le travail peut être associé à la conscience? Alors la question qui est posée, c'est est-ce que le travail peut être associé à la conscience? Eh bien, de même que le travail peut être associé à l'art, il peut parfaitement être associé à la conscience. C'est justement le propos de Hegel. Hegel qui nous dit que le travail permet de développer notre conscience, la conscience que nous avons de nous-mêmes. Pourquoi il dit ça? Parce que plus nous travaillons, plus nous parvenons à prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses. Plus nous travaillons, plus nous prenons conscience que nous sommes. Quand nous travaillons, nous confrontons au monde, nous laissons de nous quelque chose, nous ne laissons pas le monde intact, nous le transformons, nous le bouleversons, et nous prenons conscience de ce que nous sommes, de nos capacités, mais également de nos limites. Donc, en effet, le travail peut être mis en lien avec la conscience. On demande aussi, peut-on ajouter des notions de SES ou d'histoire, même si on est en philo? La question qui est posée, donc, c'est est-ce qu'on peut ajouter des notions de SES et d'histoire, même si c'est un sujet de philosophie? La réponse, c'est oui. Au contraire, c'est très positif. Faites appel à des références que vous avez étudiées dans d'autres matières, l'histoire, la littérature, le français, les sciences physiques, SVT, maths. C'est important de faire appel à une culture générale, assez classique, dans vos copies de philosophie, puisque justement la philosophie, c'est une réflexion sur l'existence, sur des aspects très divers de l'existence. L'art, l'histoire, il y a justement un chapitre sur l'histoire. Donc n'hésitez pas à faire appel à des connaissances que vous avez obtenues à travers les autres matières. Une question de Marianne qui dit quel auteur disait que travailler permet de mettre sa marque sur le monde? Alors l'auteur qui affirme que travailler permet d'imposer sa marque sur le monde, c'est Hegel. C'est Hegel auquel il a été fait référence, philosophe allemand, 19e siècle, qui justement nous affirme que travailler, c'est justement transformer le monde qui m'entoure. En transformant le monde qui m'entoure, nous prenons conscience que nous ne sommes pas une simple matière brute. On prend conscience de notre différence avec la matière brute. On prend conscience donc finalement de quoi? Eh bien de notre humanité. Le travail permet de conquérir et de prendre conscience de notre humanité. Alors on va poursuivre justement quelques références importantes, et puis s'il y a d'autres questions, eh bien justement on y répondra. Donc justement, une référence essentielle qu'on a évoquée un petit peu à travers les questions, Hegel, qui consacre certains de ses ouvrages à une réflexion sur le travail. Et il développe une réflexion sur les rapports entre maître et esclave. Il nous dit que justement, le travail, ce n'est pas simplement une transformation de la nature. Ça permet de répondre à des questionnements qu'on a soulevés au début de ce cours. Le travail, ce n'est pas une simple transformation de la nature, c'est une transformation de l'homme lui-même. L'homme se transforme physiquement, mais il se transforme aussi intellectuellement. Parce que justement, il développe, comme on l'a dit, des capacités intellectuelles et physiques qu'il n'avait pas avant de se confronter à un travail. En travaillant donc, l'homme prend conscience de ce qu'il est, il développe donc ses capacités proprement humaines, et il parvient donc à une meilleure connaissance de lui-même. Il parvient à une meilleure connaissance de lui-même en ce sens qu'il découvre ses forces et ses limites, ses forces et ses faiblesses, il découvre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est incapable de réaliser. Il prend conscience de lui-même. Et c'est en ce sens que Hegel nous dit qu'en travaillant, l'homme développe son humanité. Par opposition donc au maître qui ne travaille pas et tombe dans l'oisiveté, l'esclave, lui,
qui en fait désigne chez Hegel le travailleur, en fait. C'est celui qui travaille sous les ordres d'un maître. On pourrait penser que l'esclave, c'est celui qui n'a plus aucune humanité. Mais en réalité, nous explique Hegel, le travailleur, celui qui est sous les ordres d'un maître, c'est celui qui va développer son humanité. Pourquoi ? Parce qu'il développe des capacités proprement humaines que ne partage pas l'animal. Par exemple, la raison, selon Hegel. Il développe sa raison, il développe son intelligence, sa réflexion. Tandis que le maître, lui, s'animalise. Donc, tandis que l'esclave s'humanise grâce au travail, eh bien, le maître, quant à lui, qui finalement repose en fait sur le travail de l'esclave et attend les bénéfices qu'il obtiendra du travail de son esclave. Le maître, lui, s'animalise et tombe dans une parfaite oisiveté, dans une forme de passivité, tandis que l'esclave lui développe justement tout un potentiel. Alors, Marx va travailler justement sur ce thème à la suite de Hegel. Il intervient après Hegel et à sa suite, il va affirmer que le travail, ça semble une activité proprement humaine. En effet, le travail, c'est une activité nécessitant des efforts qui est entreprise, qui est réalisée grâce à un projet. C'est le résultat d'un projet conscient. C'est le résultat d'une décision rationnelle. Bref, ce qui caractérise le travail humain, c'est une activité rationnelle. C'est une activité qui est réalisée grâce à la raison, par opposition à une activité animale qui, elle, est instinctive. La question que pose Marx, c'est est-ce qu'on pourrait qualifier le travail de tel ou tel animal, l'abeille ou l'araignée, de travail ? Lorsqu'on observe la toile de l'araignée, qui présente une certaine harmonie et une certaine complexité, est-ce qu'on pourrait qualifier cette activité animale de travail ? Marx répond, ce n'est pas à proprement parler du travail, c'est une activité instinctive. Le travail, lui, est proprement humain, c'est une activité rationnelle et non pas simplement élaborée par instinct. Mais certaines organisations du travail font perdre au travail son humanité. Le travail était proprement humain, mais dans un monde, et c'est ce que dit Marx, dans un monde capitaliste, il tend à perdre son humanité. Marx va distinguer deux organisations capitalistes du travail, c'est-à-dire deux façons dont le capitalisme organise les travailleurs, organise les tâches qu'il accordera aux travailleurs. Le premier type d'organisation, c'est ce qu'il appelle la manufacture. La manufacture, c'est un lieu qui rassemblait, c'est un lieu qui a émergé et qui s'est développé jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est un lieu qui rassemblait des artisans, des hommes de métier, pour réaliser un ouvrage, un objet. Par exemple, vous aviez le menuisier, le décorateur qui se réunissaient pour réaliser l'intérieur d'un appartement. Bon, chacun avait donc une activité, la maîtrise de cette activité, c'était des hommes et des femmes de métier. Chacun exerçait donc une activité où il était à la fois celui qui concevait et celui qui exécutait. Ce n'étaient pas des simples exécutants, mais c'était des gens qui faisaient appel justement à la raison et à l'intelligence pour réaliser une activité, un ouvrage donc d'artisanat ou artistique. Mais avec la demande croissante, avec l'augmentation de la demande et certaines famines qui ont touché l'Europe, il a fallu augmenter la productivité. Et au sein même de la manufacture, a commencé à émerger, pour augmenter la productivité, eh bien, ce qu'on appelle la division du travail, au sein même de la manufacture. Tandis qu'au début, nous avions des ouvriers et des artisans qui réalisaient chacun un ouvrage auprès de leurs compagnons, et chacun réalisait son travail d'un bout à l'autre. Les métiers vont se voir segmentés en des opérations distinctes, les ouvriers vont se voir attelés à des tâches bien distinctes pour augmenter le rendement, pour augmenter la productivité. On n'a plus un menuisier qui réalise l'ouvrage d'un bout à l'autre. Par exemple, on n'a plus le menuisier qui réalise telle armoire en allant jusqu'à la dorure, mais on a justement celui qui s'occupe seulement des dorures, celui qui s'occupe seulement de la serrure. Bref, on attribue à telle et telle personne telle tâche en divisant les métiers en opérations distinctes. On n'a plus des hommes de métier, on a des ouvriers attachés à une opération et non pas à plusieurs opérations. Ils ne réalisent plus tout un ouvrage, ils réalisent seulement une opération. Avec le développement du machinisme, vous allez avoir le développement de ce que Marx appelle la fabrique. La fabrique, c'est un lieu d'organisation du travail capitaliste. La seule différence avec la manufacture, c'est que c'est un lieu où commence à dominer justement la machine. C'est l'apparition du machinisme. L'homme commence à être remplacé par la machine. Et il se voit confier des tâches de plus en plus de surveillance, de maintenance.
Il est de moins en moins celui qui conçoit et qui exécute. Il est de plus en plus celui qui exécute une tâche de surveillance, de maintenance, qui est l'exécutant et non pas celui qui conçoit un projet d'un bout à l'autre. Donc la manufacture, la division du travail et la fabrique. Problème soulève Marx, l'ouvrier qui est attelé à une seule tâche eh bien, est aliéné. Il est aliéné pour plusieurs raisons. Il est aliéné parce que son esprit est focalisé sur la réalisation d'une opération. Il n'est plus dans une diversité. Il est focalisé sur un objet. Marx parle d'un engourdissement du corps et de l'esprit, qui correspond chez lui à l'aliénation. L'ouvrier perd en adaptabilité. Il se focalise, et on lui demande de se focaliser, comme on le voit dans les temps modernes avec Chaplin. Les temps modernes de Chaplin, c'est une illustration de ce dont nous parle Marx, puisque le Fordisme et le Taylorisme, eh bien, c'est le développement de cette division du travail que Marx évoquait. Marx n'a pas connu le Fordisme et le Taylorisme, mais ce dont il nous parle eh bien, va se développer pleinement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec le Fordisme et le Taylorisme, qui est illustré à travers le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où l'on voit l'ouvrier complètement aliéné, qui doit se concentrer sur une unique tâche toute la journée, et tellement se concentrer qu'à la fin, même lorsqu'il n'est pas devant son métier, même lorsqu'il n'est pas devant la machine, il continue à reproduire les mêmes gestes. Tellement que son esprit, justement, est focalisé sur une seule opération. C'est ici que Marx considère que dans un monde capitaliste, dominé par la machine, le travail est aliénant. Et pour plusieurs raisons, encore une fois, également parce que le travailleur, vend sa force de travail au capitaliste, qui utilise le travailleur en lui donnant un salaire. Ce salaire permettra au travailleur de survivre et de revenir le lendemain pour de nouveau se remettre à la tâche. Alors, s'il y a des questions également, on va pouvoir y répondre. Oui, Natacha qui demande le travail est-il une valeur en voie de disparition? Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que le travail est une valeur en voie de disparition? Alors, aujourd'hui, on constate que la société, les sociétés contemporaines sont organisées autour du travail. C'est-à-dire que c'est un monde régi par les interactions entre travailleurs. Donc, le travail est omniprésent. Maintenant, est-ce que le travail est une valeur? C'est-à-dire, est-ce que le travail n'est pas simplement un fait, mais est-ce que c'est une valeur? C'est une distinction importante entre fait et valeur. Il y a plusieurs façons d'y répondre. La première, c'est que ça reste une valeur dans des sociétés occidentales et orientales qui sont organisées autour de la nécessité d'augmenter la productivité. C'est une valeur en ce sens que c'est ce qui va dominer l'espace social. C'est ce qui est au cœur de l'espace social, puisque les hommes, aujourd'hui, ont pour objectif, dans un monde capitaliste, de participer à l'augmentation de la productivité. Donc c'est comme si le travail était érigé en valeur. Mais est-ce que c'est une valeur qui est du même type que des valeurs telles que la liberté, la justice, la fraternité, l'égalité? C'est là où il faudrait différencier des valeurs morales, c'est-à-dire, exemple, la liberté, des valeurs qui ont pour but de développer chez les hommes des comportements responsables, des comportements pleinement humains. La valeur de liberté, elle doit être préservée parce qu'elle permet aux hommes de vivre de manière pleinement humaine. La justice est une valeur morale qui doit être préservée parce qu'elle permet aux hommes d'avoir des rapports, encore une fois, pleinement humains, et non pas dans un état de nature où ils s'entre-déchirent. Est-ce que c'est une valeur morale? Il semble qu'on pourrait dire que c'est une valeur sociale, en ce sens que c'est une valeur qui est au cœur, encore une fois, de la société capitaliste qui érige le travail comme ce qu'il faut que l'homme accomplisse, non pas forcément pour réaliser son humanité, mais pour augmenter la productivité, c'est-à-dire dans un souci utilitariste, augmenter ce qui est utile, augmenter les biens de consommation utiles à la prospérité économique d'une société. Ikram qui demande peut-on dire que le travail permet de chercher notre bonheur en même temps? Alors la question qui est posée, c'est est-ce que le travail permet de chercher, de trouver notre bonheur? Question importante puisqu'elle fait des liens entre deux chapitres, travail technique d'un côté, le bonheur de l'autre. Donc c'est très bien puisque c'est exactement ce qu'il faut faire, des liens entre les chapitres, pour montrer que finalement la philosophie est amenée à réfléchir sur des notions qui paraissent éloignées mais qui en fait peuvent avoir des enjeux communs. Et en l'occurrence, la question est importante puisque pour Hegel, le travail participe au bonheur de l'homme, puisqu'il justement il développe son humanité. Comme on l'a dit à l'instant, il développe ce qui est proprement humain en lui. Et en ce sens-là, c'est une réalisation de soi. Mais pour quelqu'un comme Marx, qui a vécu justement l'apparition du machinisme, que n'avait pas encore vécu pleinement Hegel, qui se situe à la charnière entre le XVIIIe siècle et le tout début du XIXe siècle,
Marx, qui est au cœur du XIXe siècle, lui, a vu vraiment se développer le machinisme et a vu des lieux de travail parfaitement aliénants, très loin du bonheur de l'homme, très loin de tout épanouissement. Encore une fois, un travail comme engourdissement du corps et de l'esprit, c'est-à-dire comme tout sauf un développement, un épanouissement du corps et de l'esprit. Vous avez d'un côté l'épanouissement, de l'autre l'engourdissement. Amel qui demande est-ce qu'on peut citer des personnes qui ne sont pas des philosophes? La question qui est posée, est-ce qu'on peut citer dans une copie de philosophie des personnes, des auteurs qui ne sont pas philosophes? Vous pouvez, avec quelques conditions qui répondent aux exigences du bac. Il faut que ce soit alors, des artistes, des romanciers, des réalisateurs également par rapport au cinéma, des auteurs même historiens, des auteurs politiques, des hommes politiques, des femmes politiques, bref, des personnages qui sont acteurs dans la société, mais qui sont susceptibles d'être connus de vous grâce à la culture qui vous est partagée en cours. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des références que vous ayez été susceptible de travailler en cours, ou du moins dans le cadre de révision, justement, pour le bac. Bref, il faut que ce soit plutôt classique, c'est ce qui est demandé pour le bac, hein, que des références soient finalement, comme on les appelle, des références liées aux humanités, c'est-à-dire liées aux disciplines que vous avez rencontrées dans le cadre de vos études, donc des références littéraires, historiques, artistiques, et encore une fois, privilégier les références classiques par rapport aux exigences du bac. Dounia qui demande à quelles conditions le travail permet-il à l'homme de se réaliser? Alors la question qui est posée, à quelles conditions le travail permet-il à l'homme de se réaliser? À la condition justement qu'il ne devienne pas une aliénation. Et c'est ce qu'on verra par la suite. Hegel nous dit que le travail permet de se réaliser, mais comme on le voit avec Marx, certaines organisations du travail le rendent aliénant. Donc comment finalement développer un travail, faire appel à la technique, de manière à ce que l'homme ne soit pas aliéné? Et c'est là où c'est peut-être l'homme qui est responsable de développer un travail qui ne le rende pas aliéné. Et c'est ce qu'on verra justement par la suite. Kim qui demande si c'est possible de faire un petit rappel entre la différence entre Fordisme et Taylorisme. Alors, un bref rappel entre la différence entre Fordisme et Taylorisme. Taylorisme, donc c'est Taylor qui l'a théorisé, début du XXe siècle. Le Fordisme, si vous voulez, c'est comme si c'était un cas particulier du Taylorisme. Le Fordisme, c'est justement les usines Ford, XXe siècle aux États-Unis, qui ont commencé à développer une production d'automobiles en série. Et la Ford a été la première voiture à être fabriquée selon justement des méthodes capitalistes en recourant au travail à la chaîne et à un travail faisant appel justement au machinisme, à un travail faisant appel à des machines toujours plus perfectionnées. Et le Fordisme, c'est l'utilisation justement de l'homme comme étant surtout dans un rôle de vigilance et de maintenance. Le Taylorisme, c'est justement ce travail à la chaîne qui a été théorisé, qui a été réfléchi par Taylor à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle. Fola Aurélie qui demande peut-on mobiliser Socrate dans ce thème? Alors la question qui est posée, est-ce qu'on peut mobiliser Socrate pour le thème travail et technique? C'est peut-être pas la référence la plus centrale, mais vous pouvez mobiliser Socrate avec l'idée suivante. Socrate, il fait un travail de la pensée, c'est-à-dire un travail qui consiste à réfléchir avec l'autre, avec un interlocuteur, dans le cadre du dialogue. Et la méthode de Socrate, la méthode maïeutique, c'est la méthode qui vise, comme dit Socrate, à accoucher les esprits, permettre aux esprits de parvenir peu à peu à une vérité grâce au dialogue. Donc on parlerait d'un travail de la raison, un travail de la pensée, dans le cadre d'un dialogue avec justement un interlocuteur qui permette d'aboutir à un raisonnement et à quelques éclaircies sur tel ou tel thème. Et donc, un point sur, justement, technique et responsabilité. Puisqu'on a vu, vous voyez, c'est comme une grande dissertation, on a vu que le travail en lui-même pouvait être proprement humain et se distinguer de l'activité animale, que certaines organisations pouvaient le rendre aliénant. Donc, est-ce que ce n'est pas l'homme qui est responsable d'une technique lui permettant de ne pas retomber dans l'aliénation? C'est-à-dire comment développer un travail et une technique qui nous permettent de peut-être retrouver une humanité, en tout cas de préserver une forme d'humanité, et de ne pas tomber dans un travail qui animalise, qui aliène. Vous avez une première référence importante, Hannah Arendt, philosophe du XXe siècle, dans son ouvrage La condition de l'homme moderne, qui distingue trois
trois enjeux, le travail, l'œuvre et l'action. Alors d'abord, l'action, finalement, c'est toute discussion, tout geste qui prend place dans un espace public et qui a un impact sur un collectif, sur une communauté. Le travail, ça représente l'ensemble de ce qui est produit de manière à être consommé. C'est tout bien de consommation. Et en ce sens, vous voyez que le travail, c'est ici, chez Hannah Arendt, avant tout une activité qui vise à produire pour consommer, dans le cadre d'une société de consommation. Et l'œuvre, c'est un produit qui ne vise pas à être seulement consommé. C'est un ouvrage qui a été fabriqué par l'homme de manière à être utilisé. L'œuvre sera par exemple l'outil qu'on va utiliser, pas consommer, mais ça sera surtout, principalement, ce sera l'œuvre d'art qui peut-être échappe à ce cycle de production et de consommation, au cycle du travail, qui vise à produire des objets éphémères, visant à être rapidement consommés. L'œuvre d'art, c'est peut-être un objet qui échappe au cycle de la production et de la consommation, au cycle effréné de cette production et de cette consommation. L'œuvre d'art est destinée à être contemplée. La valeur de l'œuvre d'art, c'est sa beauté. Et vous voyez qu'on retrouve des liens entre art et technique. Ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, ce n'est pas sa rentabilité, ce n'est pas finalement sa capacité à être consommée, c'est sa beauté. C'est la seule et unique valeur de l'œuvre d'art. Elle doit être contemplée et en cela, elle ne doit pas être réduite à un bien de consommation. Elle ne doit pas être simplement une pièce dans un marché de l'art qui viserait à la considérer uniquement pour sa rentabilité, comme ça peut se passer de temps en temps. Comme dit Hannah Arendt, l'œuvre d'art a tendance à être dégradée et à n'être envisagée plus que pour sa rentabilité, alors qu'elle doit être vue et contemplée pour sa beauté. Et Heidegger, qui était un philosophe allemand au XXe siècle, Hannah Arendt a été son élève, et qui développait l'idée d'une société de consommation qui repose sur ce qu'il appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est ce qui caractérise, selon lui, notre société de consommation, c'est la capacité à produire des biens éphémères qui doivent être le plus rapidement possible consommés par des usagers. C'est produire des biens éphémères qui vont péricliter, qui vont très vite s'user, et c'est l'objectif d'une société de consommation à travers ça, c'est de développer, bien sûr, c'est d'augmenter la productivité. Du coup, la question que pose Heidegger, c'est qu'on peut avoir un rapport technique au monde, c'est-à-dire faire appel à des outils et des instruments pour transformer techniquement le monde, pour le maîtriser, et avoir un regard instrumental sur le monde, c'est-à-dire regarder le monde comme une réserve d'énergie à exploiter, comme une carrière à exploiter, regarder le monde simplement pour sa rentabilité, envisager la nature comme une ressource à exploiter, envisager le bois, envisager la forêt, envisager l'eau comme des réserves d'énergie. Mais on peut porter un autre regard sur le monde qui, selon lui, le plus important, le plus essentiel, un regard poétique sur le monde, qui vise non pas à user, à exploiter le monde, mais qui vise à le contempler et à l'admirer pour sa beauté. Et vous avez une dernière référence importante, un philosophe, XXe siècle également, Hans Jonas, qui a écrit un ouvrage, Le principe responsabilité, en 1979, et qui réagit à la suite d'Hannah Arendt et de Heidegger sur justement les thèmes du travail et de la technique. Il nous dit « L'homme doit se sentir responsable de tout ce sur quoi il a un pouvoir. Nous sommes responsables de ce sur quoi nous avons une emprise, un pouvoir. Nous avons une emprise, nous avons un pouvoir sur la nature, donc nous en sommes responsables. En quel sens nous avons un pouvoir sur la nature? Eh bien, au sens où nous sommes capables de déséquilibrer des cycles naturels. Nous avons aujourd'hui les possibilités de remettre en cause des équilibres naturels et de transfigurer, de bouleverser l'environnement naturel. Le réchauffement climatique peut en être un exemple. À force d'utiliser des techniques de plus en plus performantes, on a un impact toujours plus fort sur l'environnement naturel. Et on épuise les ressources. Parce que peut-être, comme il le dit, on se contente de ce regard technique posé sur le monde dont parlait Heidegger. Eh bien, il faut que l'homme se sente responsable de manière à ce qu'il comprenne qu'il laisse un monde digne aux générations futures. Il faut qu'il cesse d'exploiter les ressources naturelles, car pour lui, ça représente une menace. Il pourrait se retrouver dans un environnement absolument appauvri, avec des ressources presque réduites à néant, et ça pourrait remettre en cause l'existence des générations futures. Nous sommes responsables, en ce sens-là, du monde que nous laisserons aux générations futures. Il faut que nous puissions leur laisser un monde où ils puissent s'épanouir dignement, et donc retrouver leur humanité, la préserver. Et donc vous voyez qu'il faut mettre en œuvre des techniques, dans le cas d'un travail, mettre en œuvre des techniques qui soient responsables.
c'est-à-dire des techniques qui ne visent pas à exploiter jusqu'à l'épuisement des ressources naturelles. Alors s'il y a d'autres questions, on peut y venir. Sur ce thème, peut-on utiliser Aristote et Platon? Alors, la question donc sur le thème travail et technique, est-ce qu'on peut utiliser Platon et Aristote? Vous pouvez faire appel à l'un et à l'autre. D'abord, Platon, vous avez son ouvrage Protagoras, où il développe un mythe, un récit, une fiction, mais comme tout mythe, c'est une fiction qui a du sens. C'est une fiction qui transmet un message important et qui peut être résumé ainsi. Le mythe qui est développé par Platon, c'est le mythe de Prométhée. Prométhée, c'est un titan qui a volé le feu aux dieux pour que les hommes en bénéficient. Il a volé le feu, il a volé le savoir et le savoir-faire des dieux, et il a volé le feu pour le donner aux hommes. Il a trahi, en ce sens-là, la confiance que lui accordait Zeus, et les hommes vont être punis parce qu'ils ont, justement, ils ont transgressé les interdits. Ils vont être obligés de travailler par eux-mêmes parce qu'ils ont voulu s'approprier des savoirs qui devaient être réservés aux dieux. Donc, le mythe de Prométhée, développé notamment par Platon, peut être mobilisé dans ce chapitre. Et Aristote, vous pouvez y faire bien sûr référence, puisqu'il fait la distinction entre ce qui est naturel et ce qui est technique. Ce qui est naturel, c'est ce qui, un être naturel, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal ou l'homme, c'est ce qui a en lui-même le principe de son mouvement, de son évolution. C'est ce qui va croître, se développer par lui-même. Par opposition à l'objet technique, qui lui nécessite toujours le recours à une intervention extérieure pour être remis en marche, pour être rediscipliné, pour être réorienté. Bref, on doit toujours faire référence à un producteur, à un concepteur. Et quand bien même, comme dit Aristote, quand bien même c'est un objet technique qui pourrait produire un autre objet technique, il faudrait toujours faire référence à un concepteur humain qui serait à l'origine de cet objet technique, un concepteur humain qui aurait produit l'objet technique. Alors la question, c'est par rapport à l'ouverture, c'est-à-dire ce qui peut clore votre devoir. Encore une fois, l'ouverture, c'est comme l'amorce, c'est pas du tout une obligation, c'est une possibilité. Ça dépend des sujets, bien sûr. Vous pouvez faire une ouverture, par exemple, si vous avez le sujet, le travail est-il aliénant? Eh bien, vous pouvez faire une ouverture, par exemple, sur le travail, bien sûr, peut mettre en danger l'humanité, la vie de l'homme, peut l'aliéner, mais il peut aussi remettre en cause l'environnement naturel. Il peut aussi avoir des risques et des impacts bien sûr, sur la nature. Donc ça peut orienter vers une réflexion sur travail et nature et non plus sur travail et homme. C'est une possibilité. Mais encore une fois, ça dépend bien sûr des sujets. Ensuite, Aurélie qui demande quelles sont les vertus du progrès technique. Donc la question, quelles sont les vertus du progrès technique, c'est-à-dire quels sont les bénéfices que l'on pourrait obtenir du progrès technique, et plus que les bénéfices, qu'est-ce qui est finalement presque moral dans ce progrès technique? Encore une fois, il n'y aura pas de réponse tranchée, c'est-à-dire qu'un progrès technique effréné, qui serait irresponsable, présente peu de vertus en ce sens qu'il vise à épuiser les ressources naturelles et il peut épuiser les hommes. Mais un progrès technique qui est responsable et qui s'interroge sur comment est-ce que je peux améliorer l'existence humaine sans remettre en cause des équilibres naturels, peut être vertueux. Et par exemple, des progrès techniques en médecine qui chaque jour permettent de mieux combattre des maladies, chaque jour permettent de mieux combattre des faiblesses et permettent de renforcer. Mais encore une fois, un progrès technique irresponsable s'inscrit au contraire dans un cercle vicieux. Fiona qui demande comment s'organiser au brouillon. Alors une question de méthodologie, comment s'organiser au brouillon? Première chose à faire quand vous êtes face au sujet, c'est déjà de prendre une minute de calme pour ne pas paniquer, de ne pas tout de suite plonger en vous disant à quelle hauteur je peux faire référence. L'objectif, c'est d'abord d'être attentif aux mots, justement, aux termes du sujet, et de presque faire une liste des mots qui vous semblent les plus importants dans le sujet. Le travail est-il aliénant? Travail, aliénant. Et de donner une première définition des mots travail et technique, travail et aliénation. Ça implique d'avoir en réserve, justement, quelques définitions possibles des termes principaux des sujets de philosophie que vous pouvez avoir au bac. Il faut que vous puissiez avoir des premières définitions du travail, de la technique, de ces thèmes centraux qui sont susceptibles de tomber au bac.
Donner une première définition, encore une fois, ça a un objectif. Par exemple, pour un sujet qui ferait appel au thème du travail, le travail, c'est une activité nécessitant un effort visant à assurer la survie. C'est une définition, mais l'objectif, c'est pas de dire, voilà, c'est ça le travail de manière définitive, c'est de proposer une première clarification, de proposer une première définition, et de montrer que cette première définition, eh bien, on peut la remettre en cause, on peut la remettre en question, et c'est là où va commencer justement le travail de l'introduction. Ensuite, on nous demande, grâce à la chaîne des dictos et les résumés de livres, peut-on enrichir du coup notre copie si on connaît la doctrine de l'auteur? Donc la question, est-ce que la copie peut être enrichie si on connaît la doctrine de l'auteur, sans forcément avoir lu en première main l'ouvrage des auteurs? Bien sûr, il faut que vous puissiez, en fait, si vous voulez, développer un minimum les idées de Hegel ou de Marx, ça dépend des sujets, ou de Hans Jonas, Hannah Arendt, en quelques lignes. Évitez la référence un peu trop allusive, rapide. Essayez, en quelques mots, ça peut être quelques lignes, de développer la pensée d'un auteur en faisant appel justement à tel concept. Il vaut mieux avoir en tête un auteur et 2 ou 3 concepts qu'on peut justement essayer d'expliquer en quelques lignes, plutôt que de ne pas être attentif justement à ces concepts qui en fait sont des outils pour les auteurs, qui sont des mots essentiels pour eux, qui leur permettent d'expliquer leur pensée. Donc plus vous aurez un auteur et quelques concepts en tête, plus vous finalement vous pourrez développer en quelques lignes leur réflexion en vous basant justement sur ces outils de travail que sont les concepts. Comment trouver un plan convenable rapidement? Doit-on trouver une problématique en premier ou le plan? Alors la question, est-ce qu'on doit trouver en premier le plan ou est-ce qu'il faut commencer par la problématique? En fait, il faut commencer par les définitions et la définition des termes du sujet vous permettra de vous acheminer vers une problématique. Mais l'objectif, c'est en fait, en définissant, en commençant un peu à clarifier les termes du sujet, de vous amener à commencer à construire un problème, un questionnement, et ce questionnement sera structuré par des auteurs. C'est-à-dire, le travail est-il aliénant? Le travail, c'est une activité nécessitant un effort. L'aliénation, c'est l'incapacité à développer mes facultés. Il semble que le travail soit aliénant. Et là, vous commencez à avoir en tête Marx. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, et c'est là où on vient remettre en cause ce qui semble évident, est-ce qu'on ne peut pas dire que le travail peut permettre de développer notre humanité? Hegel, que vous pourrez donc mettre en deuxième partie, à la condition de développer un travail responsable, Hans Jonas. Donc les auteurs vont venir progressivement quand vous allez prendre le temps de clarifier les termes du sujet. Alors, peut-on avoir la moyenne sans citer d'auteur? La question, c'est est-ce que l'on peut avoir la moyenne sans citer d'auteur? Alors, ça sera bien sûr pas facile d'avoir la moyenne sans citer d'auteur, puisque ce qui est attendu de vous, c'est que vous puissiez mobiliser une culture philosophique. C'est que vous puissiez mobiliser des références philosophiques. Donc, l'excellente note, la bonne note ou même la note entre 11 et 12 sera difficile à obtenir s'il n'y a aucune référence philosophique. Ça pourra tourner autour de 8, 9, 10, mais c'est très rare, ce sera plus 8 et 9. Puisqu'on accordera la moyenne, et plus de la moyenne, à ceux qui ont mobilisé justement quelques références, comme on l'a fait aujourd'hui, quelques références philosophiques. Donc je vous encourage encore une fois à mobiliser, ça peut être un auteur par partie, donc 3 auteurs pour une dissertation, 3 auteurs, et chacun développer un peu leur pensée, ce qui permet d'étoffer votre propos. Et surtout de ne pas développer des généralités, mais d'un peu étoffer et préciser votre propos. Naïla qui demande comment s'organiser pour ne pas faire un hors-sujet. Alors la question du hors-sujet, comment l'éviter, puisque c'est un risque qui est bien sûr courant et qui est facile à faire du hors-sujet, puisque les sujets sont très justement délimités, très précis. Encore une fois, pour éviter de faire le hors-sujet, soyez le plus attentif possible aux termes du sujet, travail, aliénation, ou le travail est-il seulement une transformation technique de la nature, la technique, la nature, travail. Plus vous vous centrerez sur les termes du sujet, plus vous éviterez le hors-sujet. Et des références qui viendront soutenir votre propos vous permettront, si elles sont centrées sur les termes du sujet, d'éviter le hors-sujet. Et pour ça, il faut vous dire, mais qui fait appel à l'aliénation? Eh bien, Marx fait appel au concept d'aliénation. Donc, il peut bien sûr être mobilisé. Il y a Ocean qui demande comment faire pour ne plus avoir la remarque expliquée, développée. Alors, la question qui est posée, comment ne plus avoir la remarque sur vos copies expliquée à développer?
ce qu'il faut essayer de faire, justement, c'est non pas de faire 3 pages sur une référence, c'est beaucoup trop, c'est impossible, et puis vous n'avez pas le temps, et puis ce serait parfaitement inutile, puis ça vous empêcherait de développer d'autres références qui sont tout aussi importantes. Ce qu'il faut, c'est consacrer, ça dépend bien sûr de l'écriture de chacun, mais une référence développée de manière essentielle pour le bac, c'est 5-6 lignes, quelques lignes. Ce n'est pas une ligne, une moitié de ligne, non. C'est quelques lignes, c'est un paragraphe. Consacrer, soit vous consacrez une partie entière de votre devoir à un auteur, mais donc ça implique de bien le développer. Ça implique de développer suffisamment sa pensée de manière à vous dire, voilà, j'ai un auteur par partie et je développe suffisamment leur pensée. Ou alors vous faites appel, par exemple, à 2 auteurs par partie. Et dans ce cas-là, vous consacrez une sous-partie à chacun, un paragraphe à chacun. Dernière question d'un élève qui rigolait, est-ce que citer Henri Salvador, c'est le travail, c'est la santé, ça fait des points? Alors la question, est-ce que citer Henri Salvador, le travail c'est la santé, ça ferait gagner des points? C'est pas sûr. C'est pas sûr. D'abord parce que vous ne serez pas le seul à y penser, donc ça va revenir sans doute très souvent. Et puis c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus philosophique. En fait, c'est pas une référence qui est attendue dans le programme philosophique de terminale. C'est une référence de variété, de chansons de variété, qui n'est pas proprement au programme de terminale. Encore une fois, on attend que vous fassiez appel aux auteurs qui sont eh bien, dans la liste des auteurs au programme. Eh bien, je vous remercie pour donc, les questions qui ont été posées, si ça a clarifié donc certains enjeux de travail technique. Et puis donc, on se retrouve pour un prochain live sur des thèmes justement de philosophie pour le bac et pour des révisions, pour vos prochains devoirs et pour l'épreuve de juin. À bientôt sur DigiSchool. À très bientôt pour d'autres lives.